Alors, bonjour, merci d'être là un jour si particulier. La foire est un petit peu plus et moins habitée, on va dire, mais en tout cas, on est très très heureux d'être là et d'entamer notre programme de talk avec des invités particulièrement intéressantes et intrigantes en même temps. Donc, on va avoir une discussion, je pense, passionnante. La conversation aujourd'hui est centrée autour du thème de l'exposition qui s'appelle le prisme du féminin. Donc très rapidement, l'exposition pose un regard genré sur le dessin contemporain, un regard féministe aussi, et a défini un peu quatre domaines qui seraient typiquement féminins, qui seront peut-être aussi critiquement repris par les artistes aussi dans le dessin contemporain. Et ces quatre dimensions sont la technologie. Vous avez une œuvre de Vera Molnar derrière vous, et donc c'est quand même quelqu'un qui est une des pionnières de l'utilisation d'ordinateurs dans le dessin et dans l'art en général. Vous avez aussi la question du soin. Vous avez aussi, par ailleurs, le textile, enfin, toute cette idée justement que la femme traditionnellement faisait des textiles, faisait des vêtements, et donc très naturellement le textile se retrouve un petit peu dans le domaine du dessin contemporain. Et puis, par ailleurs, il y a la question du corps aussi. La femme apporte son corps. Cette fameuse neutralité dont parlaient les artistes minimalistes, le modernisme est un peu difficile quand on a un corps de femme qui est très évidemment sexué ou qui est reproductif, en tout cas qui est toujours conçu aussi comme une machine. Donc la question de la technologie, c'est aussi considérer le corps comme une machine, comme machinal, qui sert à quelque chose fonctionnel. Voilà, l'exposition explore un petit peu ces dimensions-là. Je ne vais pas m'attarder sur les autres artistes, mais en tout cas, je suis très heureuse, vraiment ravie d'accueillir deux artistes qui font partie de l'exposition, dont les œuvres se situent au palier quand vous descendez donc, du côté droit vers l'espace -1. Donc, il s'agit de Elika Edaya, qui est née et a grandi à Téhéran et qui est venue faire ses études, après avoir déjà fait des études à Téhéran, elle est venue faire des études aux Beaux-Arts de Paris, notamment dans le studio de Annette Messager, qui a beaucoup soutenu son travail. Et qui nous fait une proposition justement de dessin in situ dans la foire qui a été produite pendant 2 jours ici et qui introduit la chevelure dans le dessin, qui agit comme un trait de dessin, mais aussi comme un matériau qui rappelle évidemment la lutte des femmes iraniennes, des femmes et des hommes auprès d'elles en ce moment en Iran, mais on en parlera certainement plus tard. Et puis par ailleurs, j'ai le grand plaisir aussi d'accueillir Myriam Mihindou, dont le travail se trouve très proche de celui d'Elika Edaya, en conversation même, et qui vient repositionner un peu aussi cette question du soin, parce que quand je me suis penchée là-dessus, je pensais surtout d'un point de vue eurocentriste. En fait, je pensais à l'époque médiévale, le rôle des femmes à ce moment-là, mais en fait, Myriam Mihindou a grandi au Gabon, et elle est initiée et elle vous apporte une utilisation de la couture, du fil, qui n'est pas forcément liée au textile, mais plutôt liée à la peau. En tout cas, Myriam me corrigera si je dis des bêtises. Mais voilà, Myriam est aussi passée par beaucoup de pays, Maroc, Égypte, et habite maintenant à Paris, en France, et nous apporte une vision très ouverte, en fait, et peut-être aussi un peu décentrée. C'est un peu le but aussi de cette exposition, de décentrer un peu nos raisonnements et nos partis pris, non seulement sur le dessin, l'art contemporain, mais aussi sur le féminin. Et voilà, je vais peut-être lancer la conversation, non sans d'abord remercier Elika et Myriam d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Et je lance la première question donc, à Elika. Alors, notamment dans ta proposition ici à laquelle je viens de faire référence, mais aussi sur le stand de la galerie Aline Vidal, il y a des dessins très différents par rapport à ce que tu as fait auparavant. Auparavant, il y avait quand même une espèce de représentation du patriarcat, je dirais, un peu dans le grotesque, mais dans des scènes où des personnages plutôt masculins étaient pas forcément dans un cliché d'infliger de la souffrance, mais étaient aussi souffrants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette iconographie-là?
Que je parle de la différence d'évolution ou De ces personnages-là, les prochains, on parlera plus tard. Prochains épisodes. Ouais. Bonjour tout le monde, d'ailleurs merci d'être là parce qu'aujourd'hui c'était pas évident. Vous m'entendez? Oui. Oui, comme tu as déjà expliqué mon parcours, je viens d'Iran, j'ai grandi en Iran, je suis arrivée en France quand j'avais 25 ans et j'ai commencé à montrer mon travail à partir de 2009 avec Aline Vidal. Et on a commencé surtout avec les dessins en fait. C'est comme ça que je suis un peu entrée dans le milieu professionnel, on va dire, d'art contemporain, c'était à travers mes dessins. Et la première partie a démarré très étrangement. Aline avait découvert mon travail de dessin qui était un travail assez intime. Je n'avais pas envisagé de le présenter. C'était d'ailleurs des petits dessins recto verso dans le carnet. Et je les avais mis sur mon blog et Aline les avait regardés, elle m'a contacté, elle m'a proposé de me montrer mes dessins au salon de dessin. Et, sauf que comme j'ai expliqué, c'était des dessins recto verso, donc je ne pouvais même pas les présenter de cette façon-là. Je lui ai dit, écoute, je rentre en Iran parce qu'il y avait des événements, des fraudes électorales en 2009, et je vais faire une série de dessins, et peut-être que ça sera une série qu'on va présenter. Et en fait, ça a démarré comme ça, je suis partie en Iran, j'avais participé un peu à des manifestations à cette époque-là, parce qu'il y avait des fraudes électorales, donc les gens ils se sont mobilisés, ils sont allés dans la rue, ils ont manifesté, etc. Et j'ai vu des scènes de violence qui m'ont particulièrement touchée, et j'ai commencé à faire une série, et ça a démarré comme ça. Après, pour mon travail, là on parlait du féminisme, c'est très intéressant parce que la figure de femme était quasiment absente dans mon travail dès le début. Ça commence un peu dans mon travail. Je ne parle pas forcément. Les personnages dans mes dessins ne sont pas forcément des personnages d'hommes ou des personnages de femmes. D'ailleurs, je ne parle pas forcément de la sexualité dans mon travail, mais je parle beaucoup de la virilité et de son pouvoir, de cette envie de domination, de ce rapport de force dans un système patriarcal. D'ailleurs, dans le cas de mes dessins de pays d'origine. Donc, c'est surtout ça qui est mise en scène et qui est travaillé dans tout mon parcours de dessin jusqu'à aujourd'hui. Bah, là, ça commence à évoluer. En fait, la femme est beaucoup plus présente. Et encore, cette fois-ci, c'est pas encore tout à fait la figure de femme qui est présente. Oui, madame. Alors, je ne sais pas si... Oui, j'ai commencé. Oui. Parce que là, c'est un bon exemple de ces figures patriarcales Oui, madame, là, c'est carrément les personnages de l'évolution. Oui, et là, on voit... en fait, oui, du coup, le sexe masculin, l'élément phallique est très présent. À une période de mon travail, j'étais partie en Iran et j'avais remarqué qu'il y avait une sorte de coiffure chez les femmes. Elles faisaient des chignons très relevés comme ça, mais avec le voile. Et ça faisait des espèces d'objets phalliques sur leur tête. C'est comme si elles prenaient de l'espace, c'est comme si elles se présentaient comme une sorte de force. Et ça m'a vraiment plu. C'est un peu plus tard dans ce que j'ai lu, de cette espèce de... Vas-y, encore. On reviendra sur ça, mais c'est un peu plus tard. Voilà, c'est à partir de là. Et là, j'ai commencé à réellement m'intéresser aux femmes parce que leur présence, c'était entrer dans ce jeu de pouvoir, en fait. C'était ça qui m'intéressait. C'est ce combat pour gagner, pour se montrer, se prouver, etc. Et après, on passe à cette période, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment en Iran, effectivement. Et pour la première fois, je m'intéresse aux cheveux. Il y a beaucoup d'artistes, femmes et hommes iraniens qui ont travaillé sur les cheveux avant, parce qu'effectivement, le voile est obligatoire, donc forcément, on en parle, surtout quand on est femme. Ça ne m'avait pas forcément intéressée jusque-là. Mais aujourd'hui, ça commence à venir parce que pour moi, je ne le traite pas comme un élément de la beauté féminine, les cheveux qu'on n'a pas le droit de voir, etc. C'est plutôt une arme, en fait.
C'est-à-dire que si vous regardez ce que j'ai fait là, pour ces expositions, du coup, les choses qu'on voit sont présentées comme une sorte de parasite qui sort et qui essaie de s'infiltrer dans la ville, en fait, comme si c'était un groupe de rats qui entrait dans la ville, qui essayait de défrayer les autres et de faire quoi. C'est plutôt ça, cette présence des choses aujourd'hui dans notre travail. Voilà, je ne sais pas si c'est une question. C'est très intéressant. J'étais intéressée de revenir un petit peu en arrière, cette idée de la découverte du dessin presque à ton insu, et en fait de cette puissance en fait du dessin. Tu reviens en 2009 quand tu retournes à Téhéran et tu dis voilà, ce dessin-là va représenter en fait quelque chose. Donc en fait il y a un rapport extrêmement proche de la révolte, presque d'une certaine façon, parce que tu dis qu'il y a une absence de sexualité, il y a plutôt une révolte, on dirait. Mais est-ce que cette révolte est teintée de compassion, de tendresse? Comment est-ce que tu résous un petit peu ces sentiments et est-ce que le dessin t'aide justement à aller plus loin dans un questionnement en fait par rapport à nos sentiments dans une situation d'oppression? Oui. Alors mon dessin évolue comme la situation politique en Iran, effectivement, donc il n'y a pas toujours la même situation. Mais pendant des années, je m'intéressais justement à créer une sorte d'univers, un système qui est à la recherche d'utopie, mais qui ne va jamais arriver à cette utopie et qui va aller plutôt dans un chaos, une sorte de dérive. En fait, c'est une sorte de dystopie à la fin qui est présent et qui apparaît. Donc, dans ce combat à la recherche d'utopie, il y a surtout la violence qui est très présente. C'est-à-dire les personnages, ils se mangent, ils se dévorent. Après, il y a d'autres personnages qui naissent, qui sortent des vents des autres, etc. Donc, il y a tout un système qui est un ensemble, en fait. Donc, il y a surtout l'aspect collectif qui est très important. Il n'y a pas d'individu. Tout travaille, tout fonctionne ensemble. Donc, ça a démarré comme ça, c'est-à-dire ce regard sur l'utopie, et forcément, dans cette recherche d'utopie, dans cette recherche de monde idéal, etc., il y a des systèmes de pouvoir qui imposent des règles, qui imposent cette idéologie posante, etc. Et forcément, le patriarcat est très présent dans ce système-là. Donc, ça a démarré comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le dessin que je fais, c'est beaucoup moins violent. C'est peut-être parce que je ne cherche plus du tout à me poser la question sur cette violence. Je cherche plutôt à regarder, pas trouver des solutions, mais je cherche la paix, en fait. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je suis peut-être fatiguée de cette violence, personnellement, parce que, bon, je l'ai quand même subi pendant pas mal d'années. Et c'est avec moi, ça me quitte jamais, en fait, jusqu'à ce que vraiment ce pays d'origine, mon pays d'origine, trouve son paix. Et puis le monde, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je me dis, mais en fait, quand est-ce que la paix arrive? Et c'est dans ces recherches-là que je me suis intéressée à une écrivaine américaine, Ursula Le Guin, qui est une écrivaine de science-fiction, qui m'a beaucoup inspirée pour la dernière série que j'ai faite, qui est présentée chez Aline Vital aujourd'hui. Là, c'est une série avant, c'est sa mutation. Elle a fait des études d'anthropologie, donc elle a un regard très sociologique, anthropologique, politique sur l'idée de science-fiction. Elle parle de beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui des sujets d'actualité, mais elle a écrit ses romans les plus connus dans les années 70, 80. Donc c'est un peu une sorte d'écrivain visionnaire. Et je me suis retrouvée dans son monde, c'est-à-dire que c'était un monde que j'essayais de mettre en scène, que je cherchais, etc. Et ce que j'ai aimé chez elle, c'est que même si elle parle de violence, de cette utopie vague qui n'arrive jamais vraiment à aboutir, mais elle a aussi une légèreté et un lien, une recul avec la situation. Ça me plaît en fait. Donc, je me souviens pendant
les événements qu'on m'avait proposés dans certaines occasions de faire des choses sur Lyon, c'était vraiment pile poil pendant les manifestations. Là. Et je disais toujours, mais je ne suis pas prête parce que je ne suis pas tout à fait, je ne me considère pas tout à fait comme un artiste engagé dans le sens où je dois réagir tout de suite. J'ai besoin de réfléchir un peu avant de m'exprimer. Là, en fait, il y a un peu de temps, donc j'essaie de voir, de suivre. Et peut-être cet aspect paisible que j'aimerais chercher, c'est aussi le fait que je suis loin. Donc j'arrive à trouver une sorte de recul par rapport à ce qui se passe. Et peut-être que c'est ça qui me permet, ou qui me donne envie en tout cas, d'être un peu en distance par rapport à la situation et me dire, bon, comment on va voir ça dans quelques années, quand les choses seront mieux. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler. C'est pas que la situation politique, c'est aussi nous, c'est aussi l'être humain, c'est aussi tout ce qui a été, qui s'est enraciné chez nous pendant des siècles, dans le monde entier, en Occident, en Orient, peu importe. C'est un travail à faire pour justement faire disparaître tout ça. Donc, si on reste dans la violence et dans la réaction immédiate, on peut réagir à un moment, mais qu'est-ce qu'on peut construire à long terme? C'est ça ce que je cherche. Merci, Lika. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'idées qui me viennent justement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous deux, vous avez un travail plastiquement extrêmement différent. Mais cette idée de trouver sa place dans le dessin, ça me fait penser, Myriam, pendant à notre conversation précédente, lorsque tu expliquais que le dessin pour toi a toujours été là, comme une forme de communication. Et j'aimerais bien que tu parles un peu à ce propos pour commencer, et puis on continuera sur cette notion du soin aussi, du care, à travers ton travail. Bonjour, et je vous remercie pour votre présence, pour être un peu courageux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, pour moi, le dessin a toujours existé. Je dirais que je suis dans une famille où l'écriture est très importante. La question de l'écriture, de la restitution du récit, c'est très, très, très important. Il y a une vraie conscience en matière du mot, de ce que le mot peut en tout cas transmettre. Donc c'est vrai que ça part de là déjà, l'importance du mot. Et moi, enfant, j'avais des petits problèmes de communication, on va dire. Et ma seule possibilité à pouvoir communiquer du moins avec mes parents, c'était par le dessin. Donc je dessinais pour dire les choses. On n'attachait pas vraiment d'importance à ces dessins. Et je sais que par exemple pour la fête des mères, toute l'année je travaillais sur les dessins et je le fais à ma mère, le carnet de la fête des mères. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point le dessin pour moi était très très important. Mais par contre, par la suite, moi je suis franco-gabonaise, j'ai vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 22 ans. Mais je suis rentrée en France, j'ai fait donc l'école des beaux-arts de Bordeaux, j'ai fait l'école d'architecture aussi. Donc l'architecture aussi, pour moi, c'est important, la notion d'architecturer les choses, c'est très fondamental. Et j'ai toujours énormément dessiné, mais je n'ai jamais revendiqué mon dessin. J'ai commencé à considérer que le dessin avait une importance en 2008, donc très tard, parce que je suis partie sur une série, on va dire, presque d'archéologie des mots dans le dictionnaire de la langue française. Et c'était après le décès de ma mère, en fait, je réalisais à quel point la double culture était complexe. Et à cette époque-là, je vivais au Maroc, et au Maroc, on parle français, et je me rendais compte que la question de la langue, de l'apprentissage de la langue, était finalement une chose extrêmement douloureuse. Parce que dans la langue, il y a du sentiment, il y a aussi dans la langue elle-même, il y a une musicalité, c'est une poésie, c'est une manière de... C'est un chant vibratoire, la langue, et que quand on parle une langue, en fait, dans l'absence de ce chant vibratoire qui serait peut-être l'autre langue, il y a parfois des dissonances, des incompréhensions, etc. Donc la langue, elle est à la fois un apprentissage, mais elle est aussi très culturelle.
Et donc, quand j'ai perdu ma mère, qui était française, j'ai compris à quel point la langue aussi avait été un problème pour moi dans ma relation avec elle. Moi vivant au Gabon et elle française vivant au Gabon. Donc j'ai commencé à faire tout un travail, je me souviens que c'était le jour de la nuit du Ramadan. J'avais décidé toute la nuit, en fait, pour entrer dans ce territoire qui est le Maroc, j'avais décidé de faire une performance sur le dictionnaire des mots de la langue française. Et donc toute la nuit, je cutais, en fait, je coupais au cutter des mots, tous les mots qui me faisaient mal, ou qui m'ont fait mal, dans la définition des mots de la langue française, je les coupais et je les isolais. Donc j'ai fait ça toute la nuit, ça a été comme un travail méditatif, mais en même temps de soins, de réparation et de reconnaissance aussi de cette complexité de la relation, on va dire, avec la mère au départ. Donc il fallait que je répare, et donc c'était un hommage que je me rendais, un hommage de réparation. Et puis par la suite, j'ai vraiment gardé ce geste. Je ne pouvais plus me séparer de ce geste de réparation. Et là, je suis véritablement rentrée dans un travail très profond, performatif, qui a donné toute une série, on va dire, de ce que j'appelais des psaumes, au départ, qui était comment dans la faille trouver réparation dans la faille. Comment reconsidérer finalement ce gros fossile des imaginaires collectifs et de replacer, je veux dire, selon les territoires, selon si je vivais en Égypte, au Maroc, ou sur l'île de la Réunion, parce que j'ai vécu dans l'océan Indien aussi, j'ai une expérience des Caraïbes aussi. Et comment, à chaque fois, quand tu traverses le territoire, comment redéfinir le mot, la situation du mot, dans le loki, dans l'espace humain. Donc ça a été ça. Et c'est vrai que dans mon travail, on parle de féminisme. La dimension sexuelle dans le travail, pour moi, est importante, parce que pour moi, l'humain part du sexuel, de l'expérience sexuelle. Je pense qu'elle est assez déterminante, l'expérience sexuelle, dans nos vies d'adultes. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que je suis femme. Mais après, sur toute la déconstruction que je peux faire, je ne suis pas sexuée, en quelque sorte. C'est pour moi très important de le dire, parce que je ne suis pas sexuée, par contre, je suis une femme. Et donc, dans mon travail, principalement, j'ai des gestes, je pense, très féminins. Mais par contre, je suis dans une revendication à la fois très politique et très politique. C'est-à-dire que là, j'attaque le système. Parce que pour moi, la bête, c'est le système. C'est un peu comme ça que je procède. Je suis très intriguée par cette question justement d'être non sexuée et en même temps d'être femme. Est-ce que c'est une stratégie par rapport à ton corps et au regard de l'autre, notamment un regard patriarcal, et quel rôle est-ce que ça peut jouer justement dans ton dessin et dans tes performances? Alors, dans mon travail, je ne m'adresse pas à l'homme, je m'adresse au système patriarcal. Donc déjà, pour moi, ça, c'est très précis, parce que j'ai vécu dans un système matriarcal. J'ai vécu, moi j'appartiens à une tribu, c'est très rare les tribus aujourd'hui, mais je suis une artiste qui appartient à une tribu. Donc ça veut dire une très petite entité d'individus avec une certaine philosophie, avec une certaine construction, on va dire, sociale. Et c'est vrai qu'hier, je travaillais à l'atelier et je me disais, tiens, c'était la première fois que je prenais conscience que moi, j'avais été pétrie par une éducation de tribu. Et que finalement, c'est pas aussi courant que ça. Voilà. J'ai pris conscience de ça hier parce que bon, moi je suis une artiste contemporaine, je ne fais pas vraiment très attention à ce genre de choses, et que j'ai été pétrie vraiment, véritablement dans un système matriarcal, et que dans mon propre pays lui-même, je me sentais toujours étrangère puisque pas mal de systèmes majoritairement sont patriarcaux. Quand tu dis ton propre pays, tu parles Je parle du Gabon, voilà. Et lorsque je suis venue en France, je me suis rendu compte qu'on était véritablement dans un système patriarcal, voilà. Malgré la grande liberté qu'ont les femmes en France, on est quand même vraiment dans un mécanisme de système patriarcal. Et la question, c'était, je suis très intéressée parce que ça, je pense que ça a à voir avec l'identité, en fait, les notions d'identité.
Et en ce moment, je réfléchis pas mal à cette question de pourquoi est-ce qu'on sait qu'on, surtout dans les langues dont nous parlons, notre langue commune ici, le français, mais aussi ma langue maternelle, le portugais, on genre, en fait. Et donc, pas dans la tête. C'est pour ça que j'ai dit la mienne, le portugais. Et donc, justement, je vais me poser des questions là-dessus. Et donc, je suis très intriguée par cette nécessité que nous avons de marquer les différences sexuelles par les vêtements, par les comportements, par les cheveux, etc. Et je ne sais pas, moi aussi, je suis arrivée à ce moment, je me disais, en fait, avoir des organes reproductifs d'un certain sexe, d'un certain genre, ou d'un certain sexe plutôt, ne veut pas dire un genre. Et peut-être que justement, on peut désexualiser nos rapports et notre apparence. Et voilà, ça m'a particulièrement touché ce que tu disais. Et puis je me dis aussi que ça a à voir avec ton identité d'artiste aussi, dans le rapport aussi qu'on peut avoir à ton travail. Voilà, c'est une question un peu complexe. Non, mais c'est très intéressant, on en parlait d'ailleurs la dernière fois, c'est que déjà, moi je pense que les notions d'homme et de femme, c'est une notion qui est très artificielle, qui est arrivée, je pense, assez tard. Moi je parlerais plutôt de principe mâle et de principe femelle, et que dans ma vie de femme et ma vie d'artiste, tantôt je suis principe mâle et tantôt je suis principe femelle. Je trouve ça absolument naturel. Je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça. J'ai des amis garçons qui sont parfois femelles, parfois mâles. Et que je trouve que c'est intéressant justement d'intégrer ces deux relations qui sont très naturelles, je dirais, à nos modes de fonctionnement, et que peut-être le patriarcat est arrivé avec des religions d'État, en tout cas avec des systèmes, et que ça a un peu faussé les rapports et que ça a obligé et les hommes et les femmes à se positionner par rapport à ça. Donc moi, je suis restée dans ce principe mâle et femelle, y compris dans ma matière artistique. Et je pense que les artistes sont de toute façon dans ce principe mâle et femelle de façon permanente. Ils sont trans quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils sont dans une cohérence et une acceptation et une fluidité de ça dans leur travail. Je veux dire qu'ils sont capables d'accueillir, de sous-traiter, de nettoyer, de redistribuer. C'est parce qu'ils n'ont pas d'a priori, on va dire, sur ces questions-là. Et justement, en parlant de la langue, en revenant un peu sur la question de la langue, j'ai envie de vous questionner toutes les deux, parce que vous deux, le français est venu après, en fait, on va dire. Enfin, pas forcément pour toi, Myriam, parce que c'était un petit peu en même temps. J'imagine que tu as appris les deux langues. Voilà. Et je me demandais justement parce que quand on dit langue, on dit culture, en fait. Elika, tu t'es un peu construit comme artiste ici en France, aux Beaux-Arts, après avoir déjà étudié à Téhéran. Est-ce que cette langue et cette culture française se trouvent quelque part dans tes dessins? Et est-ce qu'il y a pour toi un questionnement là-dedans? C'est difficile d'analyser mon travail dans ce sens-là, pour moi, parce que c'est l'air aussi. Il y a aussi un peu d'inconscience, mais effectivement, c'est marrant parce que j'étais en train de réfléchir à ça il y a pas longtemps. J'étais en Italie et je disais à mon mari, mais en fait, si j'étais arrivée en Italie, j'étais plus du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Peut-être pas le même artiste? Pas la même artiste. Ouais, je pense réellement qu'il y a plein de choses que j'ai intégrées parce que ça fait 18 ans que je suis là. Donc, effectivement, même dans mes comportements, dans ma façon de parler, dans ma façon de réfléchir, parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon. Donc, quand on doit parler une langue, on réfléchit un peu différemment. Donc, forcément, en fait, c'est obligé, quoi. C'est surtout quand ça dure. Et donc, effectivement, je me suis posé la question très récemment en me disant j'aurais probablement eu un autre parcours. Et je pense que c'est très important, effectivement, le français, la culture française, mon lien avec ce pays, avec la ville de Paris. Ce qui est quand même étrange, c'est que quand je rentre en Iran, il y a des choses qui me manquent et j'ai des problèmes de connexion et vice-versa. Je pense que je suis condamnée à être un peu entre les deux toute ma vie. En déchirement, en fait. Myriam, je te poserai une question un peu similaire, mais en fait, je suis très intriguée aussi par
ce moment où tu as passé toute cette nuit à découvrir des mots dans le dictionnaire de la langue française, advenant un petit peu de cette prise de conscience par rapport à la mer. Est-ce que c'est toujours le cas dans tes dessins, donc lorsque tu prends des mots dans le dictionnaire? Parce que ce qui me frappe, moi, dans le langage que tu choisis, c'est que c'est des mots assez étonnants, c'est des mots inattendus, c'est des mots que nous ne connaissons pas tous et qui viennent de quelqu'un qui n'est pas forcément complètement dans la langue et la culture française. Donc, est-ce que, j'imagine que le processus a changé, et pourquoi est-ce que ces mots sont associés au fil, au cuivre, à des mots aussi formulés et formés par d'autres matériaux que le papier et l'encre? Alors, la question du mot, déjà, moi, quand j'étais au Gabon, j'étais dans une école religieuse, je parlais 5 fois par jour. C'était les fameuses écoles françaises dans lesquelles nous étions, une école dans laquelle on n'avait pas le droit de parler de langue. Les filles étaient fouettées, arrosées, elles parlaient leur langue, donc une violence véritablement sur le plan local. On a près de 60 langues quand même au sein de ce même pays, donc ça fait beaucoup de culture. Mais par contre, on était obligés de se confesser tous les samedis, ça nous a rendu très bandits d'ailleurs, parce que toute une stratégie de la confession. La confession ne rend pas forcément bien, au contraire. Voilà. Et c'est vrai qu'on était obligé d'aller donc à la messe le samedi, et tout ça dans une colère. Hein. Attention, on était très en colère. On était très ligués, très en colère. On avait toujours la stratégie. Et il y avait ce curé qui donnait sa messe en latin, on ne comprenait strictement rien. On devait se taper 2 heures de messe en latin, on ne comprenait strictement rien, mais c'était magique. Donc moi, j'avais demandé à faire du latin. J'ai fait 3 ans de latin. Et il s'avère que mon père, qui est gabonais et qui a été aidé par un missionnaire aussi, puisqu'on a été chercher ses enfants dans les villages, on les a arrachés, et c'est un peu les premières élites, on a formé comme ça. Mon père parlait et maîtrisait parfaitement le latin, et donc à chaque fois qu'il était en colère, il sortait comme ça des versets en latin. Donc pour moi, c'est très bizarre cette langue, c'est à la fois beaucoup d'affection et beaucoup de colère. Et je pense que c'est un petit peu comme ça que je travaille aussi dans sa matière. Et tous ces fils, c'est cette pelote en fait sur laquelle je vais tirer des fils, je vais dépeloter, voilà. Il y a tout un, il y a toute une, c'est un peu comme des lignes d'air en fait. Hein. Tout ça se tient parce que quand même, je travaille sur une langue secouée, mais je vais passer une journée entière, mais je vais trouver quoi, 2 mots. Et je passe une journée entière sur mon dictionnaire à chercher tel mot me renvoie à telle étymologie, me renvoie à telle étymologie. Mais c'est obsessionnel. Et à un moment donné, un état de grâce, je me sens bien légère, j'ai trouvé le mot. Et c'est ce mot-là, et c'est pas un autre. Et c'est comme ça que je construis au fur et à mesure les langues secouées. Donc ça commence par l'identification du mot en fait, et ensuite ça se construit, le dessin se construit autour du mot. Oui. C'est un premier mot qui me renvoie dans un... Et c'est hypnotique, hein, c'est-à-dire que c'est très visuel. C'est-à-dire que quand je travaille sur le mot, tout d'un coup, c'est extrêmement visuel. Et je pense que ça, c'est très lié aussi, peut-être au fait que je sois initiée, parce que dans les initiations, tout ce que tu vis est extrêmement visuel. Moi, je suis performeuse, donc je suis vraiment dans le présent, énormément dans mes dessins. Je suis pas dans le passé, hein, je suis dans le présent. Voilà, je viens résoudre des problèmes et des problématiques. Et c'est un peu comme dans mes performances, quand je dois préparer une performance, hein, je peux dormir 2-3 jours, et je prépare ma performance en dormant, en me réveillant, et je visualise ma performance. Je ne m'entraîne pas physiquement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière? Parce que, en fait, cette question de l'initiation que tu as demandé, en fait, tu as sollicité cette initiation, il me semble. Absolument. Et il y a plusieurs types d'initiation. Et donc, tu avais choisi celle qui a trait aux soins, il me semble. Oui. Et le deuxième élément, c'était quoi? La deuxième pratique? Disons que après, comme j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Égypte, donc partout où je suis passée, j'ai voulu comprendre quelles étaient
un peu les rapports miroirs d'initiation en initiation, parce qu'en fait, quand on est initié, on peut entrer dans plusieurs systèmes initiatiques à condition de trouver le miroir qui correspond. Moi, je suis dans une dimension, je veux dire, qui est celle de la guérison, du soin, en fait, très principalement, parce que je me sentais plutôt de ce côté-là, naturellement, depuis qu'on est enfant, on se sent bien, on sait qui on est enfant. Et moi, je sentais bien que j'avais véritablement besoin d'abord de comprendre la philosophie fondamentale de ma culture. Ça passe par l'initiation parce que c'est complètement diabolisé, entre guillemets, par l'Église. Et cette diabolisation m'a supporté et m'empêchait finalement de me construire. Donc je me suis fait initier pour comprendre le mécanisme de pensée et ce que ça signifiait derrière. C'est une science extraordinaire. Ça n'est pas du tout ce qu'on dit. Et là, j'ai été conquise complètement. Je me suis dit, mais c'est incroyable la manière dont on parle de ces espaces sans les connaître. C'est une véritable propagande de destruction en fait des imaginaires et des philosophies autres que celles qu'on parle. Donc là, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vrai que ce sont des espaces dans lesquels on visualise. On visualise voilà, de manière graduelle. Par rapport au sommeil et au rêve. C'est au rêve très très important. Et quand je suis allée en Haïti, on m'a initié au bébé, qui est l'initiation du rêve, que je trouvais extraordinaire. Tout le monde a la capacité évidemment de vivre ces initiations. Et là, de façon universelle, je me suis dit, mais l'homme ne se connaît pas. L'homme a des capacités incroyablement puissantes de voir, d'entrevoir, d'anticiper. Et tout ça a été coupé, rompu, etc. Tous ces fils qui tiennent toujours le mot, qui tiennent toujours... Parce que les mots sont des images, en fait. Les mots sont des images. Je pense que c'est principalement comme ça que je travaille. Le mot est une image. Voilà. Et est-ce que, donc parlant justement de la question de corporaliser, en fait, tous ces processus de rêve, spirituel, en fait, de relation, j'imagine que l'initiation, c'est aussi un système relationnel, surtout, en fait, tisser des liens. Est-ce que, enfin, évidemment, il faut que je pose la question du corps féminin, en fait, et du corps de l'artiste, en fait, par rapport à votre travail. Alors, évidemment, Elika, c'est peut-être moins évident chez toi, parce que tu es dans un espace de représentation lorsque tu fais tes dessins et tes peintures. Mais ton corps d'artiste, en fait, est-ce qu'il a un rôle? Est-ce qu'il est important? Est-ce que tu le regardes? Est-ce que tu le questionnes? Est-ce que tu rêves? Comment est-ce quelle place est-ce qu'il occupe dans ta pratique et ton dessin? Là, j'ai envie de parler d'un truc qui n'est pas Tu vas répondre à ma question. Non, j'ai fait un film documentaire qui s'appelle Tan, ça veut dire le corps en persan. Et le défi de mon propre corps est très présent dans ce film. Il est moins présent dans mes dessins, mais dans ce film, je suis le parcours des hommes qui viennent des milieux de la classe ouvrière, mais dans des milieux très virils. D'un côté, c'est des hommes mutilés de guerre, qui ont fait un projet de prière collective sous l'eau, enfin, c'est un truc complètement surréaliste. Et puis de l'autre, c'était des hommes dans un petit village dans le désert en Iran qui faisaient du culturisme. Et en fait, c'est des milieux auxquels normalement je n'ai pas accès en tant que femme. Et forcément, dans l'eau, ils sont peints, dans des salles de culturisme, ils sont torse nu, etc. Et je n'avais même pas le droit d'y aller, mais en fait, c'était tout le challenge du film. Et donc, je suis présente dans mon film avec effectivement le voile et le code vestimentaire obligatoire. Et là, c'est la première fois que je mets en scène ce décalage et la présence corporelle de moi en tant qu'artiste dans ce film. Et c'était très impressionnant parce que malgré ce que je pensais, j'ai réussi quand même à filmer ces hommes parce que c'était pas évident. Je n'étais pas sûre qu'ils allaient me permettre de les filmer. En plus d'être avec au studio, donc je ne pouvais pas être en bain, j'étais vraiment complètement couvert avec l'eau. Et effectivement, c'était à la fois un handicap pour ce projet, mais en même temps, j'ai l'impression que
dans ces milieux-là, si j'étais autrement, je n'aurais pas été acceptée. C'est-à-dire que si j'ai réussi à les suivre, à les filmer, c'est parce que, en fait, je respectais pour eux les règles, quoi. Donc, c'était à la fois un outil pour pouvoir rentrer dans ces milieux et les filmer, parce que c'était le but, mais en même temps, un handicap, parce que du coup, c'était compliqué. J'étais tout le temps accompagnée avec mon équipe des hommes pour pouvoir justement filmer tranquillement. Et au départ, il avait beaucoup de mal même à se mettre sur nous devant moi. Et j'ai vraiment parlé, leur expliqué ça, mais ils m'ont fait confiance. Et c'était, je pense que c'était peut-être ça, parce que c'était sincère des deux côtés. C'est-à-dire, moi, je leur avais expliqué ce que j'avais en tête pour réaliser ce film, parce que je parlais justement du rapport au corps. Quel était ton objectif dans ce film, justement? Alors, l'objectif dans ce film, c'était ces personnages-là, ils vont devenir, durant le film, ils vont devenir mes modèles de peinture, donc ils vont être présents dans les dessins et dans les peintures, mais je regarde un peu l'évolution du rapport au corps dans un milieu très masculin, très viril, en Iran, dans deux générations. C'est-à-dire la génération qui a fait la guerre, qui a un regard très spirituel sur le corps. Le corps, c'est au service de l'as, c'est le corps mutilé. C'est quelque chose de valeur parce qu'on a sacrifié son corps pour des buts religieux. Et la deuxième génération, aujourd'hui, où la présence d'idéologie religieuse est beaucoup moins évidente et ça s'est vachement atténué. Et on est dans cette représentation du corps parfait, du corps de Bouddha, de Confucius, etc. Et en fait, je vous montre l'évolution du regard de son rapport au corps dans la société iranienne, dans un milieu viril, à travers ce lien extrême avec le corps. C'est le lien des mutilés de guerre, un lien très religieux, et le lien de corps avec les mecs, où l'important c'est de devenir une star, d'abord sur Instagram, etc. Et dans tout ça, ma présence. Alors là, je prenais le statut d'un artiste qui cherche ses modèles. Souvent, la majorité des cas, on a des modèles femmes nues avec des peintres qui les dessinent, etc. Et nous dans le cas de mon film, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils devaient d'être nus devant ma caméra. Et moi, j'étais l'artiste, les femmes, mais du coup, moi, j'étais couverte. Donc, il y avait tous ces enjeux-là, ces rôles-là qui se déformaient, en fait, dans cette relation que j'avais avec ces modèles. Donc, c'était ça. Et Myriam, donc, la relation au corps, évidemment, par la performance, le corps est un véhicule. Mais toi, en tant qu'artiste, ton propre corps, en tant que femme, est-ce qu'il est un obstacle? Est-ce que c'est un véhicule aussi? Parce qu'évidemment, un artiste a une existence sociale et cette exposition parle aussi du rôle des femmes et de la représentation des femmes dans les collections, dans les milieux artistiques. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, explorer un petit peu cet aspect-là, justement? Disons que moi, dès le départ, j'ai compris que le corps féminin posait problème. Donc, j'ai décidé d'être un garçon manqué très très tôt, ce qui fait que très tôt j'ai appris à conduire, très tôt je faisais ce que les garçons faisaient, etc. Et j'ai vraiment réglé un temps de problème comme ça, tu fais considérer que je pouvais tout faire comme les garçons. Ça a duré très longtemps. Et puis après, c'est vrai que moi je suis métisse et que quand j'étais très jeune, il y a toujours cet exotisme sur le corps métis. Moi qui suis métisse dans un pays africain, dans un pays. Et c'est toujours ce rapport, surtout quand tu es très jeune, tu es très belle, machin, mais tu es exotique. Et cet exotisme-là, franchement, m'a posé beaucoup de problèmes parce qu'on ne le voyait que comme ça. Et donc, très rapidement, j'ai décidé de déchouquer, en fait, de faire abstraction de cette chose-là et de considérer que mon corps était tout simplement un intercesseur. Donc, les premières œuvres que j'ai produites, ça s'appelait Folle. Donc, c'était très bien, j'étais folle. Et quand tu es folle, tu fais ce que tu veux et tu dis n'importe quoi. Et c'est une forme de résistance en quelque sorte. Donc, c'est vrai que l'image de la folle, pour moi, m'a donné la possibilité d'aller dans tous les débordements possibles et de continuer à pouvoir œuvrer dans mon corps
de femme, mais d'intercesseuse. Donc le corps peut-être de la sorcière, comme on dit ici. Moi, ça n'est pas très familier pour moi, le corps de la sorcière. Donc je dirais plutôt l'intercesseuse, celle qui vient comme ça, la diagonale du fou. Intercesseuse. La diagonale du fou, oui. Intercesseuse, en fait, elle n'a pas de corps, elle vient, elle est juge et partie. Voilà, donc, mais elle a quand même, elle a le droit de juger, elle a le droit de dire, et elle s'adresse à sa famille, à sa collectivité. C'est pas une identité à part entière, c'est une parole qui s'adresse en fait à la communauté. Donc moi, le corps est un jeu et un nous en même temps. Voilà, je sais pas. Mon corps est un nous dans un jeu, et comme il est un nous dans un jeu, ben je peux intercepter et je peux jouer l'intercesseuse. Sans compter que même nous, traditionnellement, en tout cas chez les Poulous, dans le sud Gabon, on est dans un rapport de corps pas interchangeable, mais je trouve que les hommes chez nous sont, entre guillemets, assez féminins, et les femmes, en tout cas, ont leur place. Il n'y a pas d'assignation, on va dire, hiérarchique. Hein. Et je trouve ça très beau, en fait. Ça fait que, du coup, la question du corps, elle ne se pose pas de la même façon. Moi, je ne suis pas dans le corps physique, je suis dans un corps plus spirituel. Et je dirais que même quand je performe, je suis dans une abstraction totale du corps. Après, j'ai le corps de guêpe qui travaille, hein, mais je suis dans une abstraction totale du corps. C'est un discours que je porte. Donc je suis toujours dans le corps de l'intercesseuse. Et c'est comme ça, finalement, que je progresse, je dirais, dans mon engagement politique en tant que femme. Je veux juste ajouter une chose. Parce que c'était intéressant ce qu'elle disait. Il y a aussi la notion de corps qui peut être différent ou déformé d'une culture à l'autre ou d'une situation à l'autre. Quand je travaille sur ce film documentaire Time, je faisais un peu de recherche et j'ai constaté que la notion de corps dans une société basée sur la collectivité n'est pas la même que dans une société individualiste. Et ça peut aller jusqu'à, je peux vous donner un exemple très simple, moi, en fait, je l'ai vécu en tout cas personnellement, c'est le métro. Quand on prend le métro à Paris et quand on prend le métro à Téhéran. Alors, à Téhéran, c'est une société, ça commence vraiment à changer, on est beaucoup plus individualiste qu'il y a une dizaine d'années ou une trentaine d'années. Mais le corps de l'autre n'a pas tant d'importance, ça fait partie d'un ensemble. Donc quand les gens sont très nombreux dans le métro, s'ils se touchent, s'ils s'appuient l'un sur l'autre, ça dérange personne parce que bon, c'est comme ça. Hein. On a même des vendeuses dans le métro qui viennent et des fois, ils mettent leurs affaires sur tes jambes pour, je ne sais pas, mettre le voile ou un truc comme ça et ils ne te posent même pas la question parce que tu fais partie des mobs ou tu fais une partie d'elle, quoi. Alors que par exemple à Paris, le métro, quand il y a trop de monde, les gens ils sont crispés pour pas toucher l'autre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui change d'une société à l'autre, sans vraiment tout ce poids politique, social, etc. C'est vraiment culturel, et puis c'est aussi le lien avec la modernité, avec l'individualisme, etc. Et c'était quelque chose qui m'avait marqué. Par exemple, la notion de douleur, le deuil, tout ça, ça passe par le corps aussi, mais c'est des réactions et c'est des expressions corporelles qui varient d'une société à l'autre. Voilà, donc... c'est vraiment, je trouve ça passionnant cette question du corps, mais vraiment, parce que nous, dans un espace traditionnel, tu as un slip torse nu, un corps, hein, c'est tout. Hein. Tu es le corps de la terre, quoi, le corps de Gaïa, hein, je veux dire. Moi, j'ai été dans l'expo de Cutie, j'adore voir ce mec en slip, quoi. Je trouve ça très sensuel, je trouve ça très juste, parce que ça se situe dans un contexte où le corps n'a pas la même place. Et quand tu parles de sensualité, c'est pas sexualité, en fait. Non, c'est pas de la sexualité et c'est pas du voyeurisme, c'est très différent. Mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est bon de voir ça, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que la question du corps, elle est très variable selon. Et après, ce corps est devenu un corps colonial. Donc un corps de subalterne, pas
très beau à voir, pas très beau à entrevoir. Il y a toujours la question de la honte liée Voilà. au colonialisme. Puis le corps de culpabilité aussi, je veux dire, dans les religions, cette culpabilité du corps, etc. Moi, j'aime bien retrouver ce corps en simple torse nu, tout simple, tout beau, dans ce qu'il est, dans ce qu'il émane, dans ce qu'il pose. Enfin voilà, moi, je suis plutôt dans ce corps-là. Et, euh, et voilà, parce qu'après, il y a aussi le corps très marqué par les histoires. Dans tous les pays, quand on voyage, on voit ce corps marqué par l'histoire politique du corps social, du nouveau corps social. Et ce corps-là, il est douloureux, il est presque affligeant, je dirais. Voilà. Donc tout le travail consiste aussi à déconstruire cette relation qu'on a, de retrouver l'origine de ce rapport qu'on a au corps et de regarder tous ces corps comme une chose belle, simple, naturelle, sans pour autant la genrer. Voilà, c'est tout ce travail. Donc, ça devient aussi corps-objet, c'est quelque chose qui est quand même... Oui, parce qu'en fait, vous parlez d'un corps relationnel et dans votre travail, toutes les deux, formellement très différents, il y a vraiment cette question des corps qui finalement sont en contact les uns avec les autres. Parce qu'on vient justement Et pas objet. peut-être parce qu'il y a aussi cet aspect collectif de vie communautaire et collectif qui est très présent. Mais il y a aussi d'autres choses, on parle d'autres choses, j'ai envie de reparler de ça, de ce qui m'avait choqué quand je suis arrivée à Paris, là, les pubs. Quand je suis arrivée en France, donc je connaissais la France évidemment à travers la littérature, le cinéma, la musique. J'avais déjà une culture de base, parce que j'allais découvrir en vrai. Mais en fait, et puis le combat des femmes, le féminisme en France, etc. Et la première chose qui m'a vraiment choquée, c'était la publicité, la présence des femmes dans la publicité. C'est-à-dire que quand je suis arrivée là, j'étais là, j'étais assoiffée, je voulais découvrir la liberté des femmes. Et quand je suis arrivée avec toutes les femmes en soutien-gorge, de publicités différentes, etc., je me disais, mais ils sont pas choqués là, les femmes, dans toute cette publicité. Donc, d'une certaine façon, il y avait quelque chose d'autre que les femmes sont en train de subir. Est-ce que c'est pour ça que tu ne travaillais pas le corps féminin dans tes dessins? Est-ce que c'est une question de pudeur? Est-ce que c'est une question de révéler le corps de l'autre qui nous force à nous de cacher notre corps aussi? C'est une question que je me pose. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je me suis rarement intéressée au corps de femmes. Je ne sais pas. C'est plus du tout le cas maintenant. Oui, non, tu penses une espèce d'utopie peut-être c'est presque féministe dans tes dessins. Peut-être c'est parce que je cherchais à représenter le pouvoir et j'étais obsédée par cette obsession de pouvoir et je ne retrouvais pas le corps de femme dans cette obsession-là. Et aujourd'hui, ce corps est en train d'entrer dans mon travail parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui, en tout cas, dans le cas d'Iran, et aussi dans tout ce qui est le mouvement MeToo, enfin, tout ce qui se passe autour de nous, qui fait que j'ai envie de... Voilà, ça commence à m'intéresser, peut-être avec cet angle-là. C'est peut-être ça la raison. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. C'était vraiment une discussion extrêmement riche. On a soulevé beaucoup de questions. On est parti du dessin, on est arrivé au corps, on est arrivé au corps collectif. Ça a été extrêmement enrichissant et je serais restée 5 heures en fait. C'est dommage. Ce sera pour une prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions du côté de ceux qui écoutent? Des corps qui écoutent? Allez. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Erika. C'était vraiment passionnant. Et puis, à une prochaine fois. Et merci d'avoir inauguré ce programme de talk d'une façon magistrale. Merci.